Merci, Monsieur le Président. J'aimerais resituer mes propos, vous l'avez compris, sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, parce que j'aimerais qu'on mette en phase réellement ces mesures disproportionnées qui nous sont proposées une fois de plus, cette prorogation de l'état d'urgence, face à la réalité sanitaire. J'ai entendu tout à l'heure, à nouveau, des chiffres. 25 000, 26 000 contaminés hier. De quoi parlons-nous ? Nous parlons toujours et encore, malheureusement, depuis plus d'1 an, de tests. Nous ne parlons pas de patients, nous ne parlons pas de malades, nous parlons de tests positifs. Ce test positif, toujours et encore, le fameux PCR, dont on sait scientifiquement que c'est un test qui ne vaut rien en matière de diagnostic de maladie, que c'est un test qui avait créé pour faire de la recherche et à aucun moment pour être utilisé en épidémiologie collective. Peut-on enfin, et j'aimerais que plutôt que le rapporteur général et le ministre ici présent se fassent des clins d'œil parce qu'ils trouvent complètement aberrants mes propos, mais j'aimerais qu'ils soient attentifs réellement à ce qui se passe. J'ai pris les chiffres de taux d'incidence alsacienne. En écoutant mon collègue Olivier Becht tout à l'heure, j'avais l'impression qu'en Alsace, on avait dû faire des charniers humains pour enterrer les morts. Soyons raisonnables, soyons raisonnables. Nous avons un taux d'incidence aujourd'hui qui est plus bas que la moyenne. On a des chiffres, je vous cite, entre les chiffres de l'Agence régionale de santé, ceux de Santé publique France et ceux repris dans les médias, ça évolue entre 150 et 250 pour 100 000. De quoi parlons-nous ? Je vous remercie. Encore et toujours, je vais terminer, s'il vous plaît, Monsieur le Président, encore et toujours de tests et pas de patients. Aujourd'hui, les capacités d'hospitalisation sont remplies au tiers à peine. Monsieur le Président, mes chers collègues, par cet amendement, je propose purement et simplement d'abroger le régime de l'état d'urgence sanitaire. Je vous ai d'ailleurs proposé, à co-signature, une proposition de résolution, parce qu'il est plus qu'urgent de revenir dans le droit commun. Et encore une fois, il me semble que nous pouvons accompagner et que nous avons tout dans notre arsenal du Code de santé publique, accompagner le soin et la santé des Français sans les contraindre comme nous sommes en train de faire. Et je vous l'avais déjà demandé, mais je vais le répéter, peut-on envisager, monsieur le ministre, enfin d'aller vers une évaluation équilibrée, sanitaire, économique, sociale ? Vous le voyez tous, mes chers collègues, que nous précipitons notre pays vers une catastrophe économique et que les conséquences immédiates sur la santé, parce que la santé psychique fait partie de la santé globale des individus, nous allons absolument à la catastrophe. Et malheureusement, nous allons compter les morts. Alors, je vous rappelle, puisque je ne nie, et je le répète ici devant la représentation nationale, je ne nie pas du tout ce qui se passe. Je ne nie pas les hospitalisations. Je dis juste qu'on prend des mesures disproportionnées. Et il me semble, encore une fois, que là, quand on regarde un tout petit peu, au microscope, ce qui s'est passé, on a quand même une forte proportion de personnes décédées dans le 3e âge, voire le 4e âge. L'âge moyen des décès, c'est 84 ans. Je peux vous dire aujourd'hui que ce sont des jeunes adultes qui se suicident en France. Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, Monsieur le ministre et son cabinet avaient été saisis par courrier que j'ai ici pour avoir quelques éclaircissements sur le fonctionnement du comité scientifique, sur la liste de ses membres et sur les différentes réunions qui avaient eu lieu et les comptes rendus. Et il a été répondu, en effet, que ce n'était pas possible de transmettre ces documents. Donc la CADA, dont j'ai ici la réponse, explique très clairement que ces documents administratifs ne peuvent pas être transmis pour la bonne et simple raison qu'ils n'existent pas. Donc, est-ce
normal que des décisions aussi graves prises par l'exécutif concernant des mesures restrictives de liberté soient prises à partir d'avis dont il n'y a aucune trace d'éléments de compte-rendu, aucune trace de documents administratifs. Et il me semble aussi que sur ces bancs, il y a suffisamment de médecins, et je prendrai la précaution de ne pas m'inclure, parce que je sais à quel point les propos que je porte ne sont guère entendus ici, mais en tout cas, il me semblerait normal qu'un expert médical puisse être choisi sur ces bancs pour faire partie du conseil scientifique. Suppression 27, Madame Vonner. Merci, Monsieur le Président. En effet, je propose également la suppression de cet article. Alors, je ne reviendrai pas sur les échanges que nous venons d'avoir sur ces avis, après tout, dont on n'a pas la trace du conseil scientifique suite à leurs différentes réunions, et donc l'absence totale de transparence. Mais il me semble important, à cet instant, d'informer la représentation nationale d'une démarche qui est réalisée pour éclairer les Français en apportant une autre proposition que celle, encore une fois, du simple état d'urgence et du confinement, du couvre-feu, etc., donc des privations de liberté. Et cette information que je voulais donner est celle de l'appel qui a été lancé le 9 janvier par une coordination santé libre de plusieurs collectifs de médecins qui représentent aujourd'hui environ 30 000 médecins français qui aimeraient pouvoir dialoguer et être entendus par le gouvernement et par le conseil scientifique pour faire des propositions tout à fait différentes, non pas sorties de chapeau, mais sorties de leur pratique et sorties surtout de différentes études scientifiques qui ont pu être menées. Et la première de ces propositions de ce collectif est de mettre en place un comité scientifique indépendant dont l'ensemble des membres n'auraient absolument aucun lien d'intérêt et aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et je pense que, d'ores et déjà, nous pourrons leur faire confiance pour éclairer l'ensemble des Français et l'ensemble de la représentation nationale. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai qu'à l'heure où on se parle et où bientôt cette prorogation de l'état d'urgence va être votée, parce que je ne doute pas que les députés ici présents vont valider cette dynamique qui s'est mise en marche, c'est le cas de le dire, en février 2020, avec ce premier confinement qui a eu lieu le 17 mars. C'est absolument terrible, et je remercie mon collègue qui vient d'évoquer les stations de ski, parce qu'en effet, j'ai été alertée également de la même façon. Il n'y a pas eu, depuis de très, très nombreuses années, autant de neige dans les Vosges, dans le massif des Vosges, alors qu'en plus, qu'on sait que c'est un massif qui accueille en permanence des skieurs à la journée, des familles, où il n'y a pas, puisque c'est peut-être ça ce que les députés de la majorité craignent, des débauches entre jeunes qui prendraient, je ne sais pas quoi, des pots ou qui partageraient pendant des heures ensemble, après la journée de ski, des temps d'échange. Pourquoi sacrifier cette filière économique? Pourquoi sacrifier nos territoires? Au nom de quoi? Au nom d'un virus qu'on refuse de soigner alors qu'il y a des possibilités thérapeutiques. Et je voulais juste encore, si vous me permettez, mes chers collègues, évoquer, puisque tout à l'heure, Monsieur le Président, et je comprends parfaitement... Il vous reste 10 secondes, Madame. C'était la fin de la séance. Je n'ai pas pu expliquer pourquoi, aujourd'hui, on remplaçait la relation patient-malade
par des logiciels. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On se déclare sur un logiciel, je termine, Monsieur le Président, on se déclare sur un logiciel, on peut aller faire un test PCR grâce à un logiciel, on peut avoir un arrêt de travail grâce à un logiciel, et pendant tout ce temps, on n'a pas vu son médecin. Merci, Madame la députée. Nous passons